Destination de rêve, croisière d'exception, aventure polaire. Bienvenue dans Au-delà de l'horizon, le podcast qui vous emmène là où le voyage commence vraiment. Une production Aéria Voyage. En épluchant les sources puis les notes préparatoires qu'on a reçues pour la plongée d'aujourd'hui, y a une prémisse qui saute aux yeux puis qui change vraiment la donne. Ouais, c'est assez frappant. Fait que si on cherche le secret le mieux gardé d'Europe, ce n'est pas une petite crique cachée sur une île lointaine. C'est carrément une capitale entière en plein mois de janvier. C'est clair, avec une lumière hivernale spectaculaire qui remplace complètement les foules de touristes. C'est un angle d'attaque super fascinant pour aborder un projet de voyage. Absolument. Puis le matériel qu'on analyse aujourd'hui, ça repose sur un guide ultra complet. Un guide qui a été rédigé par Yvan Junior Blanchette de l'agence Aéria Voyage. Ouais. L'objectif de notre exploration sur mesure aujourd'hui, pour les gens qui s'intéressent à ce genre de documents, c'est vraiment de comprendre la mécanique de l'authenticité lisboète. Saute au visage direct en sortant du train. Mais Lisbonne, au contraire, ça cherche pas pantoute à impressionner. Elle demande carrément qu'on ralentisse. Puis c'est vraiment le fil qu'on va suivre aujourd'hui, l'art de trouver le bon rythme, tu sais? Ouais. Le guide déconstruit complètement l'approche touristique standard. Fait que pour comprendre cette ville-là, il faut savoir comment elle se réveiller. Et apparemment, le matin lisboète, ça commence pas par une course folle vers un musée. Non, pas du tout. Ça commence par un rituel super précis dans le quartier de Belém, autour du fameux pastel de nata. Ouais, puis le document insiste vraiment lourdement là-dessus. Puis ce pastel de nata, c'est pas juste un souvenir sucré qu'on achète dans une boîte en carton à l'aéroport avant de partir. Non, c'est carrément la porte d'entrée dans le tissu social de la ville. Exactement. Le guide précise que la recette originale, elle est gardée jalousement secrète depuis 1837. Wow, 1837? Ouais. Puis ça se trouve à la pâtisserie Pastéis de Belém. Mais la clé de l'expérience, c'est la vraie mécanique de ce rituel-là, c'est vraiment le comment. C'est ça qui est intéressant. L'auteur dit explicitement que s'asseoir à une table pour manger ça gentiment comme un dessert, c'est rater la cible. Complètement. L'immersion, ça se passe au comptoir. Fait qu'il faut manger cette tartelette aux œufs-là encore brûlante, debout. Debout, saupoudré de cannelle, en buvant une bica. La bica, c'est l'espresso portugais très corsé. C'est ça? Moi, ça m'évoque tellement la quête du parfait bagel chaud à Montréal. L'expérience ultime, c'est pas d'en ramener une douzaine de froids à la maison. Non, c'est d'en prendre un qui sort direct du four au bois puis de le manger sur le trottoir. Tellement, c'est un vrai moment de vie, c'est pas une activité touristique. Et le guide le présente exactement comme ça. C'est l'argument numéro 1 pour envoyer les voyageurs à Belém dès le matin. C'est le parallèle parfait. Le comptoir, c'est l'endroit où les classes sociales se mélangent l'espace de 5 minutes le matin. L'homme d'affaires en complet puis le travailleur de la construction sont côte à côte. Pour boire leur bica, ouais. Exact. Puis d'un point de vue stratégique, le guide utilise ce rituel-là pour dicter le rythme de toute la journée. En plaçant ce moment à Belém dès la première heure, on se trouve géographiquement à la bonne place. Au bon moment, pour enchaîner avec le monastère des Hiéronymites. Puis ça, c'est juste avant que les gros autobus de touristes arrivent. C'est brillant comme planification. Vraiment. Le document décrit ce monastère comme un chef-d'œuvre de l'architecture manuéline qui célèbre l'ère des grandes découvertes. Mais concrètement, pourquoi ce style architectural-là est si crucial pour comprendre Lisbonne? L'architecture manuéline, c'est essentiellement l'ADN de l'âge d'or portugais, mais gravé dans la pierre. OK. À l'époque de Vasco de Gama, le Portugal est devenu immensement riche, grâce au commerce des épices. Fait qu'ils ont construit des trucs immenses. Ouais, mais au lieu de construire des églises gothiques classiques, ils ont commencé à sculpter la pierre avec des motifs maritimes. Des cordages de navires, des sphères armilières, des coraux, des coquillages. Ah, c'est super thématique. Tellement. Fait que quand on regarde les colonnes du monastère, on lit littéralement l'histoire d'un empire qui s'est bâti sur la maîtrise des océans. C'est fascinant. Fait que commencer sa journée en goûtant une recette séculaire de 1837, puis enchaîner avec ce monument-là, c'est s'ancrer dans le contexte de la ville super tôt. Exact. Avant même que le soleil soit haut dans le ciel.
Le rythme est donné, on a ralenti pour bien s'imprégner du matin, mais si la journée est lumineuse, la source nous indique que la véritable identité de la ville, son âme brute, elle réside dans son monde nocturne, particulièrement dans le quartier de l'Alfama. Ouais, l'Alfama. C'est un paradoxe fascinant sur le plan urbain. Le texte rappelle un fait historique super important, et c'est la seule partie majeure de la ville qui a survécu au tremblement de terre apocalyptique de 1755. C'est le fameux séisme qui a forcé la reconstruction de toute la partie basse de la ville en forme de quadrillage, c'est ça? Tout à fait. Le séisme, qui était suivi d'un tsunami puis d'incendie, ça a carrément rasé le centre. Mais l'Alfama, qui est perché sur sa colline de roches solides, elle a tenu bon. Wow! Fait que quand on y marche aujourd'hui, on navigue dans un véritable labyrinthe médiéval avec des influences mauresques. C'est un enchevêtrement de ruelles, genre. Exactement. Des escaliers, des ruelles sinueuses où on peut à peine écarter les bras, avec le linge qui sèche juste au-dessus de nos têtes. Et c'est justement dans ce labyrinthe-là qu'est né le fado, la musique qui canalise la fameuse saudade. Le guide décrit ça comme une mélancolie chantée, une beauté tragique unique au monde. Aucune autre ville au monde n'a cette atmosphère-là. Mais attends un peu, il y a un truc qui cloche ici en lisant les recommandations. Ah oui, qu'est-ce qui accroche? Le guide encense le fameux tram 28, le petit tramway jaune vintage qui grimpe les collines. C'est présenté comme un incontournable absolu. Mais 2 lignes plus loin, il y a une directive super stricte qui dit d'éviter à tout prix les maisons de fado situées sur la route de ce même tram 28. Ouais, il dit que ce sont des attrape-touristes. C'est ça. Pourquoi ils se contredisent de même? Si la route du tram, c'est le cœur de l'Alfama, pourquoi la musique y serait moins authentique? C'est pas une contradiction pantoute. C'est vraiment la clé de la géographie de l'authenticité dont parle le guide. Le tram 28, là, c'est l'expérience publique de jour. Il est bruyant, il grince sur les rails, il offre un spectacle visuel incroyable. Ouais, pour voir la ville. Exact. Mais le fado, par définition, ça exige l'exact opposé. C'est une expérience de pure intimité acoustique. Ah, je comprends. Une affaire de pénombre puis de silence dans le fond. Voilà. Les grands restaurants sur la rue principale, ils utilisent juste le passage des touristes du tram pour remplir des grosses salles de spectacle. Mais l'article insiste fort. Le véritable fado, ça se vit dans des petites maisons authentiques. Cachées dans les rues adjacentes. C'est en plein ça. Faut choisir les petites rues. Puis surtout, faut réserver à l'avance. C'est là qu'on s'assoit dans une toute petite salle, souvent sans micro, où la voix du chanteur ou de la chanteuse résonne direct sur les murs de pierre. Avec la guitare portugaise en arrière-plan. Ouais, c'est un partage d'émotions, pas une grosse représentation théâtrale. L'auteur affirme que c'est l'expérience la plus distinctement lisboète. Un fado bien vécu en soirée de cette façon-là, c'est ce dont les voyageurs vont se souvenir le plus longtemps après leur retour. J'aime vraiment cette approche-là. C'est comme chercher un speakeasy caché. Il faut connaître la bonne porte. Fait qu'on a vu que dans la ville, la stratégie, c'est de prendre son temps. Mais si on sort de Lisbonne, le guide change radicalement de ton. La poésie cède la place à une logistique presque militaire pour l'excursion à Sintra. Ah, Sintra, c'est le contraste parfait avec la lenteur lisboète. C'est à environ 30 minutes de la capitale, puis c'est considéré comme l'excursion obligatoire. Ça regorge de palais de contes de fées perchés dans les collines. Comme le palais de Pena avec ses tours jaunes puis rouges super intenses. Exact. Et aussi la fameuse Quinta da Regalera. Ouais, ce nom-là est revenu souvent dans les notes, avec une mention qui pique vraiment la curiosité, genre un puits initiatique rempli de symbolisme maçonnique. C'est quoi cette histoire-là exactement? C'est un des endroits les plus fous du pays. Ce fameux puits initiatique, ça n'a jamais servi à puiser de l'eau. C'est littéralement une tour inversée qui s'enfonce de 27 mètres dans la terre. Voyons donc. Ouais, avec un escalier en colimaçon. Tout a été pensé pour représenter un rite de passage maçonnique. L'idée, c'est de descendre dans les entrailles de la terre, ce qui symbolise l'ignorance, de traverser un labyrinthe souterrain, puis de remonter vers la lumière. Pour la Renaissance. C'est ça. Il y a 9 paliers dans cet escalier-là, en référence aux 9 cercles de Dante. C'est complètement fou. C'est comme un gros casse-tête philosophique creusé dans la roche. C'est sûr que tout le monde veut voir ça, mais en lisant la logistique pour y aller, la spontanéité prend le bord assez vite, merci. Oh que oui, c'est une logistique hyper précise. Les guides parlent de billets vendus exclusivement à l'avance. Le palais de Pena puis la Quinta de Regalera affichent complet super vite en haute saison. On parle d'un minimum de 48 à 72 heures en avance. Au minimum. Puis plus encore en été.
Le mécanisme de gestion des foules est rendu impitoyable. Les palais ont mis en place des créneaux horaires stricts. Si ton entrée est à 10h15 puis que tu arrives à 10h30, ben c'est fini, tu perds ton accès. Puis le plus gros problème là-bas, c'est l'infrastructure. Les routes de montagne, tu sais. Exactement. Les palais sont dispersés sur des sommets, reliés par des petites routes sinueuses à voie unique. Les transports sur place sont chaotiques, sans préparation. Fait qu'on oublie le fait de juste louer une auto puis d'y aller sur un coup de tête. Totalement. C'est ici que le détail pratique de l'article devient crucial. L'algorithme de Google va te montrer des sublimes photos puis te dire d'y aller demain. Mais l'expert de chez Aria, lui, recommande fortement une visite guidée organisée. Parce que les palais sont complexes puis la logistique est lourde. C'est exactement le type de détail pratique qui distingue l'agence d'une simple recherche en ligne. Sinon, tu risques de passer 3 heures bloqué dans le trafic, sans stationnement, pour te faire refuser à la porte parce que tu n'as pas de billet. Ouais, ça gâche un voyage, ça. C'est pour ça que la source insiste autant sur la visite guidée organisée. On paie pour sous-traiter la friction logistique, dans le fond. Exact. On préserve notre tranquillité d'esprit, tu sais, celle qu'on a cultivée à Belém puis dans l'Alfama. Mais ça soulève une autre grosse question sur la planification globale. Si la gestion des foules puis de la chaleur estivale demande autant d'anticipation, il n'y a pas une astuce par rapport aux dates, puis c'est là que le document lâche une grosse bombe. Lisbonne en hiver. Ah oui, de novembre à mars. L'auteur qualifie cette fenêtre-là de, je cite, « l'un des meilleurs secrets d'Europe ». C'est fort comme affirmation. Honnêtement, la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit que ça avait pas d'allure. Ah non? Ben, tu sais, l'hiver en Europe, dans notre imaginaire, c'est le froid humide qui transperce les eaux, la pluie qui finit plus, puis la noirceur à 4 heures de l'après-midi. Pourquoi Lisbonne, ce serait différent? Ben, c'est la géographie puis les courants marins qui changent tout. Grâce à sa position au sud, puis à l'océan, la température descend rarement sous les 10 degrés Celsius. OK, fait que c'est pas le gros hiver québécois, mettons. Vraiment pas. C'est super clément. Puis pour la pluie, les stats montrent que ça se concentre surtout sur janvier puis février, mais ça dure rarement des jours en ligne. Fait que pour les voyageurs qui ont des dates flexibles, c'est un argument massif. Surtout pour éviter les foules. Qu'est-ce qui change d'autre concrètement dans l'expérience, en fait? Premièrement, les prix. L'hébergement devient hyper abordable, fait que tu peux viser des hôtels plus luxueux. Les musées sont super tranquilles, mais le vrai secret de l'hiver, puis l'auteur insiste là-dessus, c'est la lumière extraordinaire. Un concept fascinant, ouais. Comment la lumière peut être meilleure en hiver? C'est de l'optique, tout simplement. Le soleil reste plus bas sur l'horizon, tu sais. Puis le fleuve Tage devant Lisbonne est tellement immense qu'il agit comme un gros miroir naturel. Les rayons frappent l'eau, rebondissent, puis viennent illuminer la ville qui est bâtie en amphithéâtre. Oh, wow! Sur ces fameuses 7 collines? Exact. Puis comme les trottoirs sont faits en pierre calcaire blanche, la fameuse calçada, ben la ville au complet devient un vrai réflecteur de lumière. L'hiver t'offre une clarté que la brume de chaleur de l'été rend juste impossible à voir. C'est super beau vu de même. C'est l'argument parfait pour une fenêtre de novembre à mars pour quelqu'un qui veut éviter les prix d'été. On obtient une ville magnifique, paisible, sans le chaos. Bon, on a vu Lisbonne sous plein d'angles, mais dans la dernière section, l'article fait un zoom arrière. Ouais, on change d'échelle complètement. On regarde Lisbonne comme le point de départ d'un circuit complet au Portugal. Moi, je visualise ça comme établir un camp de base. L'argument ici, c'est que le pays est super compact, puis avec le train à grande vitesse, l'Alpha pendulaire, ben tout est accessible. Porto est à juste 3 heures au nord. Puis si on va vers le sud, ben l'Algarve puis ses falaises, c'est aussi à 3 heures. C'est fou quand on y pense. Vraiment. Puis l'agence mentionne aussi la vallée du Douro qui est super accessible depuis Porto ou encore l'Alentejo pour le vin puis les grands paysages. L'article donne même un angle direct pour vendre un itinéraire en mentionnant explicitement de combiner ça avec une croisière fluviale sur le Douro. Absolument. Ce que ça démontre, c'est qu'un itinéraire complet de 10 jours ou plus, ben ça s'organise super bien en s'ancrant à Lisbonne. Tu commences par t'imprégner de l'énergie de la capitale, de son rythme, puis après tu comprends beaucoup mieux le reste du pays, que ce soit l'ambiance plus industrieuse de Porto ou l'influence du sud. Lisbonne, c'est vraiment la clé de lecture, tu sais. Si on résume tout ce qu'on a décortiqué aujourd'hui, c'est fascinant de voir à quel point ça revient à la maîtrise du temps. Tout à fait. On a compris que le pastel de nata du matin, debout au comptoir avec une bica, c'est pas une activité touristique, c'est s'imposer le rythme local. On a vu qu'un fado authentique, ben ça demande de s'éloigner du chemin bruyant du tramway pour trouver l'intimité d'une petite rue sombre. Ouais, et puis qu'il faut une bonne rigueur pour dompter la logistique de Sintra sans virer fou. Exact.
Puis finalement que voyager en Vivaire de novembre à mars, c'est s'offrir le luxe d'une lumière parfaite puis d'une ville qui respire. En gros, ça nous montre que la vraie richesse d'un voyage, c'est de savoir quoi chercher puis comment le vivre sans friction. C'est là toute la valeur de l'expertise de ces documents-là. Ça me ramène à une dernière réflexion sur le fait que Lisbonne ne cherche pas à impressionner. Dans notre monde actuel où le tourisme, c'est souvent juste une course pour cocher des cases puis prendre des photos pour les réseaux sociaux, bien, cette ville-là offre une belle résistance. Ça pose la question, au-delà de visiter des monuments, est-ce que cette ambiance portugaise-là, cette saudade, ce serait pas l'occasion idéale pour désapprendre nos vieux réflexes de touristes pressés, puis juste, tu sais, réapprendre à être des simples voyageurs? C'est une excellente question à se poser avant de partir. Je pense que c'est là que réside la vraie magie. Sur ce, merci à tout le monde d'avoir suivi cette plongée dans les secrets de Lisbonne. On se retrouve pour une prochaine analyse. Vous venez d'écouter Au-delà de l'horizon, une production Aeria Voyage. Pour en savoir plus sur les destinations et les compagnies présentées dans cet épisode, visitez notre site web au www.aeriavoyage.com, voir tous les détails dans la description. N'oubliez pas de liker et de partager le podcast avec votre famille et vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour être certain de ne rien manquer. À très bientôt.